fait les valises, on rentre à Paris. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. C'est la réforme, oui, la chienlit, non. Je dynamite. Notre route est droite, mais la pente est forte. Je disperse. Je ventile. Je vous demande de vous arrêter. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Vous l'avez compris, c'est du sérieux. Win, the yes needs the no to win. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, Je vous demande de vous arrêter. Bonne nuit, les petits. Faites de beaux rêves. Au revoir. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Avant de commencer cette émission, je tenais à vous souhaiter à tous une excellente année électorale 2014 et une année tout court. Et pour cette première émission de la nouvelle année, nous sommes à Strasbourg. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Et plus précisément au Parlement européen, comme il y a un mois, pour une émission spéciale autour des élections européennes. Ce dimanche, nous recevons Jean-Jacob Bicep, eurodéputé d'Île-de-France et délégué national d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, Jean-Jacob Bicep, nous aborderons deux thèmes, l'Europe et son utilité selon les Français, et puis l'environnement sur le vieux continent. L'écologie a-t-elle encore le vent en poupe? On verra ça tout à l'heure. L'Hebdo Politique. D'abord le portrait, Jean-Jacob Bicep, vous êtes né le 23 juin 1965 à Sainte-Anne en Guadeloupe, dans les Dom-Tom donc. Vous avez passé votre enfance sur votre île natale, là-bas vous y avez fait un parcours scolaire classique et vous avez eu très vite une carrière de militant politique. Vous avez notamment participé en 1985 aux manifestations qui ont entouré l'affaire Georges Faisan. C'était un professeur et militant indépendantiste guadeloupéen qui avait donné un coup de machette à un professeur blanc soupçonné d'avoir lui-même donné un coup de pied à un élève noir. Qu'est-ce qui vous a poussé très vite à vous engager à défendre vos idées ? En fait, lorsqu'on est dans les années 80, jeune étudiant en Guadeloupe, la situation fait qu'on est obligé de choisir, de faire quelque chose et d'être dans l'action. À cette époque, c'est une époque très agitée, très mouvementée. C'est l'époque des Nuits Bleues, avec les événements et les revendications portées par le mouvement nationaliste guadeloupéen. Donc c'est tout naturellement que, en tant que militant, étudiant à l'époque, je me suis engagé dans l'action militante parce que à cette époque-là, je pense que c'était le rôle de tout jeune qui grandissait dans ce contexte-là. Il fallait faire quelque chose, on ne pouvait pas rester là à ne rien faire. Ensuite, vous arrivez en métropole en 1989 et en 1990, vous la découvrez lors d'un stage à la RATP. Vous entamez alors une carrière dans l'entreprise publique, vous y grimperez les échelons pendant plus de 15 ans et vous vous engagerez en parallèle au sein d'un syndicat, la CFDT. Durant les années 2000, en parallèle, vous retournez à la fac et vous décrochez en 2007 un master de géopolitique à l'Institut français de géopolitique. Pourquoi, à l'âge de 40 ans, vous avez décidé de reprendre vos études? Est-ce que c'était dû au blues de la quarantaine? Non. En fait, j'ai repris mes études à l'époque parce que, comme vous l'avez dit, j'étais syndicaliste et je préparais ma reconversion dans l'entreprise parce que vous savez que lorsqu'on est dirigeant syndicaliste, on est détaché de son poste et ensuite il faut effectivement retourner dans l'entreprise et à ce moment-là, j'avais décidé de préparer mon retour dans l'entreprise. Donc je suis retourné à l'université et j'ai choisi la géopolitique et les rivalités territoriales justement parce que c'est des questions qui m'intéressaient. Votre carrière politique au sein d'Europe Écologie Les Verts débute, elle, en 2005 dans le 20e arrondissement de Paris. 3 ans plus tard, en 2008, vous devenez adjoint au maire en charge de la voirie, transport et déplacement. C'est votre expérience à la RATP qui vous a permis d'obtenir ce poste? Enfin, j'imagine que ça vous a aidé en tout cas. Oui, bien entendu. C'est ma connaissance de la question des transports qui ont poussé mes camarades à me confier cette délégation d'adjoint au maire dans le 20e arrondissement parce que j'avais déjà suivi les dossiers durant très longtemps et que j'étais celui qu'ils avaient sous la main et qui connaissait les dossiers.
Enfin, en 2009, vous vous présentez aux Européennes sur la liste de Daniel Cohn-Bendit, qui est maintenant l'un de vos collègues, puisque vous êtes devenu eurodéputé le 16 mai 2012, juste après l'élection de François Hollande, à la place de Pascal Canfin, qui est nommé ministre délégué au développement à l'époque. Remplacer un poids lourd des Verts comme Pascal Canfin, ça n'a pas été trop de pression? Non, parce que je me suis dit que j'étais capable d'être député européen comme Pascal Canfin l'avait été sur des thématiques différentes que lui, parce que je n'ai pas repris l'ensemble de ces commissions. J'ai choisi moi-même les commissions, notamment la commission transport, parce que encore une fois, je connaissais bien les dossiers de transport pour les avoir suivis depuis les syndicalistes, puis à la mairie. Donc je connaissais ces dossiers, puis sur d'autres sujets qui m'intéressaient, comme la question des ACP ou encore la question des droits de l'homme. On rentre maintenant dans le vif du sujet. L'hebdo politique, vous avez la parole. Vous avez la parole. L'Europe, à quoi ça sert finalement? C'est une question qu'il est légitime de se poser en ce moment, en plein remous économique et à quelques mois des élections européennes. Est-ce que les Français savent finalement ce pourquoi ils votent? Quelle vision ont-ils de l'Europe? Je vous propose d'écouter Jean-Jacob Biceps, ces quelques avis recueillis un jour de marché dans les Yvelines. Surtout pour permettre d'éviter les guerres mondiales comme il y a eu en 14-18, 39-45. Donc voilà, pour moi, l'Europe, ça sert surtout à maintenir une sorte de paix. Quand on regarde, en fait, tout ce qu'on fait au quotidien, c'est européen. Quand on prend les escalators, ils sont aux normes européennes. Nos fenêtres chez nous sont aux normes européennes. Et voilà, l'Europe sert à définir des normes de sécurité pour les Européens. À fédérer les pays entre eux, j'imagine, économiquement et politiquement. L'Europe sert à fédérer les nations, à être plus forte sur la scène internationale que si chaque pays européen l'était indépendamment des autres. Et voilà, après il y a des politiques communes. Voilà. Et moi qui suis un pro-européen convaincu, je pense que ça sert avant tout à faire la paix entre nos peuples européens. Tout ce qui est économie, on sait que c'est que les États sont directement régulés entre guillemets par l'Europe, donc oui, ça a des conséquences. Après, encore une fois, ça reste parfois assez vague. Pourquoi est-ce qu'on a des œufs de telle ou telle couleur dans nos assiettes? C'est en fonction de la législation européenne. Pourquoi on a des tomates de tel ou tel calibre? Pourquoi on a des réglementations, par exemple pour les handicapés? Pourquoi on a tout? Enfin, l'Europe décide de tout dans notre vie quotidienne. À fédérer les nations pour pouvoir avancer ensemble pour le bien-être d'un plus grand nombre de personnes et dans une même direction. Pour moi, c'est à la suite des trois guerres, notamment des deux guerres mondiales. C'est, je dirais, pour moi, le paravent pour éviter une troisième. En fait, nos peuples se ressemblent beaucoup et c'est un mouvement vers l'union des peuples européens. Alors, Jean-Jacob Biceps, c'est drôle tout de même parce que l'une des réactions qui revient le plus souvent, c'est que l'Europe sert avant tout à nous protéger d'une troisième guerre mondiale. Alors, c'était sûrement vrai à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Rassurez-nous, ça ne l'est plus vraiment aujourd'hui. Oui, en fait, je comprends que les auditeurs vous aient cité cette préoccupation qui est une préoccupation qui était celle au moment où on a fait le marché de l'acier et du charbon. Aujourd'hui, les pays européens sont suffisamment mariés entre elles pour qu'on puisse espérer qu'il n'y ait plus une guerre en Europe. Mais cela dit, ça ne nous a pas empêché d'avoir la guerre des Balkans. Alors c'est des pays justement qui ne faisaient pas partie de l'Union européenne. Donc on peut encore dire que le fait que les pays qui sont dans l'Union et qui coopèrent au jour le jour auront moins tendance à se faire la guerre avec des armes que s'ils ne sont pas dans l'Union européenne. Et à ce titre, je pense que les auditeurs ne se trompent pas. Alors le second raisonnement le plus répandu, c'est voilà. Alors l'Europe, ça sert à faire des normes, des règles, à décider de la taille des concombres, des tomates, ça régule notre façon de vivre. Et puis c'est tout. Alors on a le sentiment un peu quand on entend ça que c'est négatif. Oui, alors c'est vrai que c'est l'aspect réglementaire là qui est souligné par les auditeurs, puisque ils se rendent compte qu'il y a dans tout des normes européennes. Alors ces normes européennes qui existent et que c'est la réalité, mais elles sont là surtout pour protéger les consommateurs européens. En fait, les normes sont là pour que dans la politique et la mise en place, parce qu'en fait c'est les États qui mettent en place les normes européennes, le consommateur puisse avoir une garantie
d'avoir des produits qui sont d'une qualité parce que la norme européenne, justement, les protège. Mais c'est vrai que retenir que l'aspect réglementaire contraignant de l'Europe, c'est un peu réducteur par rapport à l'ambition politique qu'est le projet européen. Justement, comment faire pour changer ça, pour que les Français n'aient pas uniquement l'impression que l'Europe c'est juste des règles et les protéger, mais aussi que ça soit quelque chose proche d'eux, qui est là pour les aider économiquement dans leurs opportunités? Il faudrait déjà que les hommes politiques nationaux arrêtent de dire à tout bout de champ, dès que quelque chose ne fonctionne pas, c'est de la faute de l'Europe. Déjà, si on commence par là, il y aura déjà une pédagogie. Et ensuite, il faut expliquer que nous sommes dans un projet qui doit amener à plus d'intégration européenne. Et plus nous aurons de l'intégration des différents pays européens, plus nous aurons de l'efficacité économique. Et c'est pour cela que nous devons encore aller plus loin dans l'intégration européenne, aller vers une fédération européenne. Mais ça, il faut prendre le temps, et notamment en passant sans doute par une constituante pour justement rendre au peuple européen le pouvoir et notamment permettre à l'Assemblée parlementaire européen d'avoir ne serait-ce que l'initiative parlementaire. Nous sommes l'un des seuls parlements au monde qui ne possède pas l'initiative parlementaire. Alors, vous parliez de pédagogie. Est-ce que vous, en tant qu'eurodéputé de l'Île-de-France, est-ce que vous vous rendez sur votre territoire, l'Île-de-France, pour expliquer votre action, aller auprès des gens? Oui, on fait régulièrement des actions en Île-de-France. Il y a d'ailleurs un institut, c'est l'IFRE, qui organise des débats en invitant les députés sur des thématiques particulières pour discuter avec les Franciliens. J'en ai fait un dernièrement pour expliquer le 4e paquet ferroviaire, puisque je suis shadow rapporteur sur cette question-là. Régulièrement, effectivement, j'en fais plusieurs débats à la Maison de l'Europe à Paris, qui justement, ce sont des discussions que nous avons avec la population, mais moi j'ai un regret, c'est que ça reste quand même assez élitiste, et à chaque fois où j'ai eu l'occasion de faire ces interventions devant des parterres de 100, 250 personnes, on parle à une même catégorie de la population, et malheureusement les catégories de la population, notamment la population des banlieues, tout ça, ils n'ont pas accès, ou souvent sont mal informés, n'ont pas les réseaux et ne viennent pas, alors que pourtant ce qu'on a à leur dire est important. Alors, aux précédentes élections européennes en 2009, l'abstention avait été de près de 60%. Comment on va faire pour mobiliser les gens pour aller voter en mai prochain, alors qu'on sait très bien, en période de crise, on n'a pas forcément envie d'aller voter pour l'Europe? Oui, justement, il faut que la crise actuelle, les gens se mobilisent, parce que la crise actuelle, nous avons en Europe, notamment sur les mécanismes de stabilité économique, un enjeu important. Et cet enjeu important concerne la vie de tous les citoyens. Et il faut absolument que les citoyens se déplacent, aillent voter pour ceux qui préconisent une sortie de la politique d'austérité telle qu'elle est aujourd'hui faite en Europe, et que les pays du Sud de l'Europe sont ceux qui ont le plus de mal avec cette politique d'austérité. Mais si nous nous abstenons, si l'abstention est très forte, si ceux qui sont finalement élus par une minorité continuent à faire une politique d'austérité défavorable, ça ne va pas améliorer au jour le jour les conditions de vie de la population. Donc c'est un peu un cercle qui, cette fois-ci, n'est pas un cercle vertueux, et qui décourage les gens à aller voter pour des élections européennes. Votre parti politique, les Verts, avait obtenu un score record en 2009 sur le plan national, un peu plus de 16%, comme le Parti socialiste. Est-ce que vous pensez qu'il sera possible de renouveler l'exploit, ou même, pourquoi pas, de faire mieux? Nous, écologistes, nous sommes très clairs. Nous sommes un parti fédéraliste, régionaliste, et nous portons dans notre logiciel le projet européen. Donc sur cette élection-là, nous sommes très à l'aise.
nous sommes très à l'aise parce que nous ne renvoyons jamais les difficultés nationales à la gestion européenne. Ce que nous disons, c'est qu'il faut construire le projet européen et pour cela, il faut que la population se mobilise. Donc nous partons avec à ces élections avec le projet européen que nous défendons, même si nous savons qu'aujourd'hui, et nous l'observons, que dans certains pays européens, il y a un euroscepticisme qui est en train de gagner, et notamment en France. Mais nous disons que, attention, ce n'est pas la bonne solution. Ceux qui vous prêchent la sortie de l'euro et qui vous disent qu'il suffit qu'il n'y ait plus l'Union européenne et tout redeviendra comme avant, ils mentent aux Français. Et les Français, je les mets en garde contre ces marchands de sable qui vont effectivement conduire à une grosse catastrophe en Europe si c'était les eurosceptiques qui, au soir des élections, sortaient en tête aux élections européennes en France. En tout cas, la solution parfaite tout de suite, c'est une petite pause musicale et on se retrouve juste après, toujours depuis le Parlement européen de Strasbourg. Et il sera notamment question d'environnement. L'hebdo politique. Deuxième thème de cet hebdo politique spécial élection européenne, les Européens et l'environnement. Avec la crise que traversent les différents pays de l'Union européenne, l'environnement n'est plus forcément une priorité. 58% des Français, 70% des Espagnols, 77% des Grecs se déclarent se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire pour l'économie ou le chômage, et du coup, ce n'est pas l'environnement. Alors, monsieur l'eurodéputé, comment faire prendre conscience à nos concitoyens que l'écologie, c'est important, même en période de crise ? Déjà, il faut expliquer à la population que la question de l'écologie politique ne se résume pas à la question de la protection de l'environnement. L'écologie politique, c'est aussi une question économique, c'est aussi une question sociale. Donc, une fois qu'on aurait expliqué clairement que les enjeux de l'écologie politique, c'est aussi des enjeux économiques. Par exemple, prenons la question des transports. Les investissements en transport, c'est la lutte contre l'effet de serre. Si on passe d'un transport modal de la route vers le rail, mais c'est aussi une question économique, c'est aussi une question d'investissement, donc de création d'emplois. Il faut allier environnement, écologie et économie. Voilà, mais tout est lié. Je veux dire, il faut arrêter de penser que le social, l'économie et l'environnement, ce sont des sphères séparées. Non, il y a une interaction entre tout. Et une fois qu'on aura expliqué à la population que quand on agit sur l'un, on agit sur l'autre. Par exemple, aujourd'hui, il y a en Sardaigne, vous avez vu le cyclone qui a provoqué d'énormes dégâts. Mais ce cyclone, il est dû à quoi? Il est dû au réchauffement climatique, qui lui-même est dû à quoi? Qui est dû à une production de gaz à effet de serre induit par l'économie productiviste. Donc tout est lié et il faut que la population comprenne que tout est la crise. Et donc là aussi, il y a un problème de communication comme sur l'Europe de la part des hommes politiques? Bien entendu, parce que chacun essaie de ne pas expliquer tout pour pouvoir, sur un créneau, construire sa ligne politique. Mais il faut arrêter de procéder comme ça. Il faut expliquer de manière méthodique à la population que tout, aujourd'hui, dans l'économie moderne, a une interconnexion. Et quand on agit sur l'un, on agit sur l'autre. Et lorsque les Européens disent que effectivement, la question sociale est une question prioritaire, c'est aussi ce que disent les écologistes. Lorsqu'ils disent que la question économique est prioritaire, c'est aussi ce que disent les écologistes en parlant de la transition écologique qui est une transition économique, donc un changement de cap, un changement de paradigme économique. Alors actuellement nous sommes en plein hiver puisque nous sommes au tout début janvier. Il y a un risque comme chaque hiver, c'est le blackout. En 2006, souvenez-vous, c'était un 4 novembre. 15 millions de foyers, dont 5 millions en France, avaient été plongés dans le noir. La faute à la mauvaise coordination des politiques énergétiques européennes notamment. Chaque hiver, c'est la même histoire. La France, comme ses voisins européens, doit importer de l'énergie pour satisfaire leurs besoins.
Que fait aujourd'hui l'Europe pour éviter qu'on retombe dans une même situation, le blackout? En fait, c'est une question déjà de sobriété énergétique. D'une part, il faut que nous construisons des maisons à haute qualité environnementale avec des normes où, effectivement, il faudra moins de production d'énergie pour réchauffer ces maisons. Là, dans l'immédiat et dans le court terme, il y a le RT, le réseau de transport d'électricité européen, qui est en train de se mettre sur place et qui permet justement de compenser les productions entre les différents pays. Mais il faut absolument que nous allions vers une réduction de la consommation, une réduction qui se fera notamment par les normes. Et justement, ces normes, tout à l'heure on parlait des règlements européens, notamment ces normes en matière de construction pour permettre justement d'avoir une meilleure isolation des appartements, donc un meilleur chauffage. Et il y a aussi toute la question de la récupération de l'énergie produite qui, pour l'instant, s'évapore, alors qu'on pourrait récupérer cette énergie pour chauffer et donc, du coup, consommer moins, parce qu'il faudra un jour programmer la sortie du nucléaire. Alors, pour changer et mieux isoler ces maisons, par exemple, ça va prendre du temps. Pourtant, d'ici en 2016, donc demain, des centrales à charbon et au fioul, qui ne répondent plus aux normes environnementales européennes, vont devoir fermer en Europe. Chez qui irons-nous nous approvisionner dans ce cas-là, si demain l'hiver est très froid et qu'il y a un problème? Non. En fait, déjà, on met en place un certain nombre de productions alternatives basées sur des énergies non fossiles. On a, par exemple, développé des parcs éoliens, des parcs solaires. Bientôt, dans la mer du Nord, on aura un vrai parc qui produira beaucoup plus d'électricité à base d'énergie renouvelable. Il faut effectivement que dans le mix énergétique, la part de l'énergie non fossile, la part de l'énergie fossile diminue pour que la part de l'énergie non fossile augmente, parce qu'il nous faut programmer notre sortie à la fois de ces usines des centrales charbon et à la fois du nucléaire. Mais cela demande d'énormes investissements et il faut que nous nous mettions au travail pour faire ces investissements nécessaires. Alors, vous le dites, il faut diminuer la part du nucléaire. Qui créeront d'ailleurs beaucoup d'emplois. Vous le dites, il faut diminuer la part du nucléaire. L'Allemagne, par exemple, a décidé de faire le choix de stopper ses centrales nucléaires d'ici 2020, après la catastrophe de Fukushima. Mais du coup, c'est des centrales à charbon qui les remplacent. Oui, c'est un peu paradoxal, notamment pour l'environnement. Oui, mais nous ne partageons pas la voie qu'a choisie l'Allemagne. Parce que aussi, elle n'avait pas le choix. Dans cette soutien. Non, c'est pas qu'elle n'avait pas le choix. Elle a choisi la solution qui, au court terme, était la plus plausible pour elle, alors qu'effectivement, il faut développer les énergies renouvelables, notamment en faisant de l'interconnexion avec les différents moyens de production d'énergie que nous disposons à ce jour. L'Allemagne a fait un autre choix, mais ce n'est pas un choix qui nous permet... Ça permet de sortir effectivement du nucléaire, mais ce n'est pas le choix qui permet de sortir de la production de gaz à effet de serre. Il faut, avec la sortie du nucléaire, faire deux choses. Diminuer le risque que le nucléaire fait peser sur l'humanité, mais aussi mettre en place des filières de production qui ne produisent pas de gaz à effet de serre, qui, lui, produit une autre catastrophe pour l'humanité. Alors, chers auditeurs, vous vous demandez peut-être ce que fait l'Europe en matière d'environnement. Eh bien, voici une illustration concrète qui nous concerne au quotidien. Il s'agit des sacs plastiques. Vous l'aurez constaté en allant faire vos courses, c'est fini ou très rare que la caissière vous en donne. Eh bien, l'Union européenne veut encore réduire la consommation de sacs plastiques. Chaque année, en Europe, plus de 8 millions de ces sacs finissent en déchets sauvages, entraînant des dommages considérables. Chaque Européen utilise 175 sacs jetables par an, mais ça c'est en moyenne, car il y a des mauvais élèves, notamment les Estoniens, les Hongrois, les Chypriotes ou les Portugais, qui utilisent en moyenne 466 sacs par personne et par an. C'est difficile de faire évoluer les mentalités sur la globalité en Europe. Bien entendu, sur ces questions-là,
la commission qui a fait cette proposition n'a pas mis puisque en définitive, c'est aux États membres pour le principe de subsidiarité qui effectivement met en place ces normes, n'a pas mis de règles suffisamment contraignantes. Ce qu'il faut, c'est là on a un début du principe de pollueur-payeur, mais il faut accélérer en édictant des mesures beaucoup plus contraignantes pour que les États puissent vraiment programmer leur sortie de ces sacs plastiques et les remplacer par une taxe, je crois. Une taxe sur les sacs plastiques, n'est-ce pas, de 6 centimes? Oui, bien sûr, il va y avoir une taxe, mais tout cela, c'est de la contrainte qu'on va mettre, mais c'est plus que cette contrainte-là. Ce qu'il faut, c'est vraiment programmer la sortie définitive de ces sacs plastiques que nous avons aujourd'hui les moyens de remplacer. Aux États-Unis, par exemple, tout le monde fait ses courses dans des cabas qui sont en papier. C'est pas pour autant qu'ils polluent pas. Non, mais les cabas en papier ont l'avantage d'être biodégradables, qui n'est pas le cas des sacs en plastique. Petite précision avant de passer au Money Time, en Europe, c'était plus de 8 milliards de sacs plastiques qui sont utilisés chaque année et pas 8 millions malheureusement. L'hebdo politique, le Money Time. Et on termine cette émission avec le Money Time, une série de questions-réponses rapides. Le but, c'est d'apprendre à mieux vous connaître. Jean-Jacob Bicep, je vois que vous regardez déjà les questions, mais aussi de tester vos connaissances et de voir si vous suivez sérieusement l'actualité française. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. Alors, vous êtes né en Guadeloupe. La Guadeloupe ainsi que la Martinique ont été placés récemment sur la liste des 78 sites les plus importants sur la planète pour la survie d'espèces menacées. C'est une mesure qui vous ravit, j'imagine. Je ne peux... Vous n'étiez pas au courant. Non, mais c'est vrai que c'est des questions assez précises. Je n'étais pas au courant. En tout cas, je vous donne l'information. Mais en tout cas, vous savez que la majorité de la biodiversité européenne se trouve dans les territoires outre-mer. Donc, cette mesure me semble aller dans le bon sens. En Europe, environ 10% de la population travaille régulièrement le dimanche. Le débat fait rage en France sur le travail dominical. La loi diffère d'un pays à l'autre, très réglementée en Autriche et en Allemagne, plus souple au Royaume-Uni et dans les pays du nord de l'Europe. En fait, ne faudrait-il pas harmoniser tout cela en Europe, selon vous ? Vous savez, moi je suis de ceux qui, en Europe, pensent qu'il faut une harmonisation sociale, notamment pour lutter contre le doping social et pour permettre aux travailleurs européens de ne pas être en situation de concurrence, ce qui, bien entendu, n'est pas à leur profit, mais souvent au profit des groupes et des multinationales qui les emploient. Donc il faudra un jour penser à une normalisation des normes sociales européennes. Là, je pense un peu à la directive détachement, mais tout cela fait partie des choses qu'il faudra que nous normalisions en Europe. Et c'est aussi mon attente qu'un jour ce Parlement ait l'initiative parlementaire pour que nous puissions nous attaquer à ces problèmes. Pour passer une bonne soirée au restaurant, par exemple, ou autour d'un verre, vous choisissez Eva Joly, Noël Mamère ou Nicolas Hulot. Qui est-ce que vous choisissez ? Ah, je vois que ça vous fait rire. Moi, vous savez, j'ai beaucoup travaillé avec Eva en arrivant au Parlement européen cette année. C'est ce que j'allais dire en plus. Et avec Noël Mamère, que je connais depuis longtemps, nous partageons beaucoup de valeurs communes. Alors, avec qui on passe une bonne soirée alors ? Noël Mamère ou Eva Joly ? Il faut faire son choix. Les deux. Les deux. La moitié du temps avec chacun. Très bien. Une question sur l'espace Schengen maintenant. En 1985, 5 pays européens signent un accord à Schengen, au Luxembourg, afin d'abolir progressivement les contrôles aux frontières. En quelle année cette libre circulation des personnes est-elle devenue effective ? 1992. 20 sur 20, monsieur. Mais non, 1995, excusez-moi. Non, 1995. Je vous ai dit bonne réponse, mais c'est 1995. Oui, votant en 92, appliqué en 95. Exactement. L'absentéisme, pas à l'école, mais sur les bancs du Parlement européen. Plusieurs eurodéputés sèchent particulièrement souvent. Harlem Désir, Marine et Jean-Marie Le Pen, Philippe de Villiers ou encore Eva Joly. Parmi eux, certains seront candidats aux prochaines élections européennes. Des sanctions financières existent, mais elles sont rarement appliquées. Comment lutter contre l'absentéisme des eurodéputés ?
Vous êtes plus sévère dans les sanctions? Oui, mais en fait, tout n'est pas du même ordre parmi les gens que vous avez cités. Non, bien sûr. Il y a des députés C'est pas les mêmes européens taux, mais il y a de l'absentéisme. qui sont, par exemple, Eva Joly, qui est effectivement commissaire en Afghanistan et n'est pas là, justement, quand elle est en mission en Afghanistan. Harlem Désir, qui est président, qui est le secrétaire national du Parti socialiste, il n'est pas là. Les sanctions. Ouais, la question c'était sur les sanctions, monsieur l'eurodéputé. Voilà. Et puis, mais vous voyez bien que c'est pas efficace. Si les sanctions étaient réellement efficaces, les députés seront présents 90%, donc on durcit 100% du temps. Mais après, est-ce que le but est de faire en sorte qu'un député européen ne participe plus à la vie politique internationale? Je ne suis pas sûr qu'il faille procéder ainsi. Déjà, je serais très heureux le jour où les règles contraignantes que nous avons ici au Parlement européen seraient en vigueur en France pour nos députés et nos sénateurs. Merci. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Voilà, c'est la fin de cette hebdo politique spéciale élection européenne. Nous étions à Strasbourg au sein du Parlement européen. Merci aux équipes techniques sur place. Merci Jean-Jacob Bicep d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes eurodéputé et que vous appartenez au groupe des Verts Alliance Libre Européenne. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, 18h, sur Sensation Yveline. Bonne fin de week-end à tous. L'hebdo politique sur Sensation.